Nous vous remercions toujours de faire confiance en la télévision du futur. L'occasion est assez difficile pour l'ensemble des agents de BO Communication, le groupe dont fait partie évidemment la télévision du futur, votre chaîne de télévision. Et dans la suite logique, justement, des plateaux initiés par l'ensemble du personnel de TV+, il s'agit bien entendu de recevoir tous ceux qui ont un témoignage vis-à-vis de l'homme. L'homme, c'est qui? André Mbaobam, décédé le 12 avril dernier des suites d'une très longue maladie. Il est décédé à Yaoundé. C'était donc ce dimanche 12 avril 2015. La nouvelle est tombée à Libreville et particulièrement dans la nation gabonaise comme un véritable malheur, puisque évidemment les réactions fusent de toutes parts, les témoignages aussi. Et du coup, nous avons sur ce plateau un éminent homme également, on va vous le présenter. Il s'agit du professeur Joseph John Nambo, enseignant à l'université Omar Bongo de Libreville et particulièrement à la faculté de droit et de sciences économiques. Il était d'ailleurs proche de André Mbaobam. Vous allez comprendre pourquoi l'homme qui était immense, que beaucoup ont côtoyé, garde bien entendu des souvenirs, bons ou mauvais, c'est selon, mais vous allez comprendre déjà avec le passage du professeur Joseph John Nambo ici sur ce plateau. Professeur, merci d'avoir répondu présent à notre invitation malgré ce malheur qui vous accable et qui accable particulièrement la nation. D'abord, la première question, c'est un homme que vous ne côtoyez pas que à partir de 2000 ou 2008, c'est quelqu'un que vous avez côtoyé depuis toujours. Oui, permettez-moi de dire d'abord que je perds un frère. Plus qu'un ami, je perds un frère. André Mbaobam, je l'ai connu, nous habitions à Likwala. Lui, chez son défunt frère aîné, Julien Guéma, et moi, chez mon défunt cousin, Pierre-Louis Agonjo-Okawe. Nous formions d'ailleurs à l'époque un trio avec Radgond Djeno Nemba, qui elle habitait un peu plus loin, moi au milieu, et André Mbaobam juste à l'entrée de Likwala. Donc, nous nous connaissions depuis. Il était au lycée Lamba comme moi. Bien qu'étant plus jeune que moi, il est parti très tôt en France, après son baccalauréat, et nous l'avons suivi après au lycée Lamba. Donc, je perds un frère, un ami, je ne dirais pas un confident, mais presque un confident, parce que ces derniers jours, plutôt ces derniers moments de la politique, nous les avons partagés ensemble. Et Dieu sait si j'en sais beaucoup, beaucoup et beaucoup. Voilà, ils sont nombreux comme vous, qui savent d'ailleurs beaucoup de choses sur l'homme. On va rester déjà à cette époque-là pour évidemment évoquer encore cette enfance, parce que c'était le cas de le dire. Comment l'homme était perçu par les autres? Vous savez, à l'époque, André apparaissait déjà comme quelqu'un qui était assoiffé de savoir. Assoiffé de savoir, je ne dirais pas de pouvoir, de savoir. Et d'ailleurs, André est plus jeune que moi. Il a eu son bac très tôt, passé par le séminaire, très tôt bachelier, très tôt parti en France, très tôt docteur en sciences politiques, alors que moi je n'ai soutenu qu'en 90. Lui il était déjà docteur en sciences politiques. Donc c'est vous dire que c'était un brillant garçon qui faisait un peu l'unanimité autour de lui parce que attirant tous ceux qui cherchaient à savoir et tous ceux qui cherchaient à connaître. Et donc c'était un gars très convivial, très amical. Et voilà, déjà très jeune. Vous savez, j'ai une confidence à vous faire qui m'a été faite par le défunt Julien Guéma. Son aîné. Son aîné. Il paraît qu'à l'époque, avec son père, il partait, il revenait d'Oyem, et la voiture qui les transportait est tombée en panne. Et les aînés poussaient la voiture, sont descendus pour pousser la voiture, et Julien Guéma qui interpelle son père en disant « Mais ton fils ne vient pas transporter, ne vient pas pousser la voiture avec nous ». Donc on vient interpeller Mbaobam. Mbaobam, non, je ne viens pas, je suis président. Donc à cette époque-là déjà. C'est pour dire qu'il avait, bon, malheureusement, il s'est affublé le pseudonyme de Moïse. Et vous savez ce que Moïse, le sort que Moïse a été, lui a été le sort que Moïse a subi. Donc c'est vous dire que c'est quelqu'un qui avait très tôt la suite dans les idées, il savait très tôt ce qu'il voulait. Il s'y préparait psychologiquement, intellectuellement. Voilà, la suite dans les idées que l'homme avait, et très tôt il intègre, on va dire, les arcanes du pouvoir, après avoir longtemps milité évidemment
en France et au Canada, hein, où il a étudié, après avoir milité dans les cercles d'étudiants gabonais qui revendiquaient déjà la mise sur pied de certaines valeurs. Est-ce que c'était pas trop tôt? Est-ce que c'était, on va dire, quelqu'un qui a été suffisamment précoce déjà pour se mêler de la politique? Je crois que c'était un enfant précoce. Un enfant intelligemment précoce. Parce que déjà à Paris, je ne dirais pas qu'à Paris on se côtoyait, on était dans deux villes différentes. Et puis il est parti très vite au Canada. Mais au détour de quelques passages à Paris, on se voyait, on discutait un peu, surtout lorsque a éclos le combat du Morena, dont il était l'un des acteurs déterminants. Vous savez d'ailleurs pour la petite histoire que si Mbaobam n'avait pas été très stratège, il aurait été à la place du père Paul Mbabesol, parce que ceux qui le fréquentaient, déjà à l'époque, disaient que c'était lui le patron du Morena. Mais comme il était... Vous savez, Mbaobam était aussi pétri de la culture traditionnelle. Donc c'est quelqu'un le respect des aînés. Le respect des aînés, le respect de la primogéniture, ainsi de suite. Donc il a préféré que le père Paul Mba aille devant de la scène et que derrière, vous savez, c'était un bon manœuvrier politique. Un bon manœuvrier politique. Il a joué de ça. Bon, ses adversaires ou ses ennemis d'hier le lui reprochaient. Vous savez, la politique, c'est aussi une question de stratégie. Donc c'était un bon stratège qui avait très tôt perçu la capacité des uns et des autres à manœuvrer pour pouvoir accéder au poste qu'il a occupé plus tard. Voilà, 1984, son arrivée au Gabon, et c'est une année suffisamment éloquente, puisque à peine arrivé au Gabon, qu'il se fait adouber, on va le dire comme ça, par feu Omar Bongo Ondimba. Oui, ça a été assez compliqué. Donc Mbaobam arrive au Gabon. Disons, son arrivée au Gabon était préparée par les socialistes parce que Mbaobam était de tendance un peu socialiste. Donc Mitterrand avait préparé le terrain, donc Mbaobam arrive au Gabon. Et en 84, bon, entre parenthèses, c'est en 84 que je commence à enseigner à l'université Omar Bongo. Donc je ne dirais pas qu'on était très amis ou très liés à l'époque, mais en tout cas, la coïncidence n'est pas anodine. Toujours est-il qu'en 84, donc, il rentre auprès d'Omar Bongo et il commence à y travailler. Il m'a raconté une anecdote qu'il a eue avec le président. Quand il arrive à Libreville, Omar Bongo lui dit tu n'as pas pu assister aux obsèques de ton père quand ton père est décédé, mais sache que tu as trouvé un deuxième père en Omar Bongo à moi. Il me l'a dit. Donc c'est vous dire un peu la proximité qui très tôt est née des deux personnages. Des deux personnages, oui. Voilà, une proximité qui évidemment a suscité des inimitiés autour de lui tout de même, et au sein du système. Ceux qui ne savaient pas, ce que Mbaobam ne savait pas, ou qu'il savait mais qu'il ne voulait pas dire, là aussi je le détiens de ses confidences, quand il arrive, Omar Bongo lui raconte que le père de Mbaobam a été pour beaucoup dans son ascension. Vous savez que le père de Mbaobam était un proche de Léomba, très proche. Bon. Et il venait visiter Léomba au palais. Et un jour, Omar Bongo, je crois chef de cabinet ou en tout cas collaborateur de Léomba, trouve, disons le père de Mbaobam trouve Albert Bongo à l'époque, assis, très triste, et demande qu'est-ce qui se passe petit. Il dit, ah, le vieux est fâché, il ne veut plus de moi. Et le père de Mbaobam qui lui dit, bon, écoutez, je vais régler ça, je rentre et puis on verra ça après. Quand le père de Mbaobam est ressorti plusieurs heures après, il lui a dit, petit, tu peux rentrer, c'est réglé. C'est Mbaobam qui me raconte ça. Donc ça veut dire que Omar Bongo, par reconnaissance, entre guillemets, mais très mémoriel, parce qu'il avait une mémoire phénoménale, s'est souvenu que ce garçon était le fils de ce monsieur qui, quelque part, a été pour quelque chose dans son destin. Voilà, je ne dis pas que c'est lui qui l'a fait, mais en tout cas, il a été pour quelque chose. Le schéma, il est clair. Voilà. Alors, c'est un homme, justement, qui a, on va dire, il a eu des amis, il a eu également des ennemis. Et on se souvient que, très tôt également, il accède aux fonctions ministérielles. Oui, disons que Omar Bongo le prend sous sa coupe. Il détecte tout de suite l'intelligence. Parce que vous savez, André était, bon, aujourd'hui quand je lis les différentes communications qui sont faites pour honorer sa mémoire, j'en souris un peu, parce que je sais que ceux-là même qui ont rédigé ces mémoires,
ces communiqués faisaient partie, parmi ceux-là, il y en a qui faisaient partie de ces farouches ennemis, mais enfin... Alors ça manque de sincérité? Vous savez, l'hypocrisie en période de deuil, c'est la chose la mieux partagée, mais enfin, nous y reviendrons. Toujours est-il que Mahobam, sans exagération, faisait partie des plus intelligents de sa génération. Des plus intelligents. Il avait une intelligence politique qui sautait aux yeux. Et d'ailleurs, j'ai été personnellement marqué lorsqu'il est devenu ministre de l'Intérieur, lorsque il m'a appelé à ses côtés. On va y arriver. Pour travailler à ses côtés. J'ai dû connaître la face de quelqu'un que j'ignorais. Nous y reviendrons. Vraiment la face de quelqu'un que j'ignorais. Donc, Omar Bongo, qui était très, très féru de la chose politique, très malin, a su percevoir en Mahobam une intelligence qu'il pouvait exploiter. Et il l'a exploité à fond. En tout cas, il a très vite coopté Mahobam, travaillé avec lui, j'allais dire le mettre sous sa coupe. Et Mahobam aussi, intelligemment, a su intégrer disons comme on dit au village, il est rentré dans le ventre du président. Donc il a su manœuvrer, travailler auprès de lui, ce qui ne pouvait que susciter des jalousies, surtout de la part de ceux qui pensaient être les mieux à même d'être plus proches de Omar Bongo. Mais je crois que parmi ses proches, il y en a qui ont compris la sincérité de l'homme et qui ont même compris le dévouement de l'homme auprès du président, voilà. Du défunt président. Voilà. Alors, André Mahobam, il a été très tôt ministre, comme on venait de le dire. Il a été très tôt, d'ailleurs, également écarté du gouvernement, parce que du fait de l'âge. Oui, comme il était jeune, vous savez, il y a eu tellement de tractations à l'époque, je faisais pas partie du système. Donc, ça, c'est des choses qu'il me racontait et d'autres. Très tôt, ils se sont rendus compte que bon, l'ascension fulgurante de cette jeune génération allait déséquilibrer allait faire de l'ombre. Allait faire de l'ombre aux anciens. Bon, Omar Bongo, en écartant Mahobam et bien d'autres, Omar Bongo en réalité les protégeait. Absolument. Il les a protégés, puisque bon, de toute façon, malgré cette petite traversée du désert, Amos savait très bien que de toute façon, l'heure de sa revanche arrivait. Et d'ailleurs, elle est arrivée après. Et vous avez vu l'ascension qu'il a connue jusqu'au décès du président Omar Bongo. André Mahobam, ministre porte-parole du gouvernement, ministre des Relations avec les institutions, ministre des Affaires sociales, ministre de l'Éducation nationale. Et d'ailleurs, les enseignants se souviennent parfaitement de son passage dans ce département ministériel, avec la consécration ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, c'était presque plus gros pour lui, pensaient ses détracteurs, et il y en a même qui pensaient qu'il ne pouvait pas, par exemple, réussir au sein de ce département ministériel. Mais justement, c'est dans ce ministère que vous êtes appelé à servir désormais et pas n'importe quelle place. Parlez-nous de cette période. Alors, lorsque Mahobam arrive au ministère de l'Intérieur, bon, nous avions des rapports et d'autres, et bien d'autres. Je me rappelle d'ailleurs qu'à la mort de Maître Awonjo, Mahobam est venu à Likwala, il est venu s'incliner devant la dépouille de Maître Awonjo, nous avons discuté, nous avons continué à avoir des relations. Et d'ailleurs, quand il était ministre des Affaires sociales, de temps en temps, je venais lui rendre visite, on dévisait ensemble. Et puis, quand il passe ministre de l'Intérieur, il m'appelle, il me dit je souhaiterais que tu viennes travailler avec moi. Je dis, moi, j'étais conseiller d'État en service extraordinaire à l'époque, donc j'avais un mandat de 5 ans. Et je disais, bon, je vais terminer mon mandat de 5 ans. Il dit, non, j'en ai parlé au président, il faudrait que tu viennes. Alors, tenez-vous bien, entre le moment où il me le dit et le jour de ma nomination, il s'est écoulé 1 an. Bon, moi, je n'étais pas demandeur, mais en tout cas, de temps en temps, il m'appelait, il me dit, tu te souviens? Je dis, ben, j'attends. Et puis, un soir, il m'appelle, il me dit, voilà, c'est fait, tu vas être directeur général de l'administration du territoire. Bon, moi, je sais qu'en France, c'est le directeur de l'administration du territoire. Bon, ici, c'est la direction générale. Et bon, j'ai un peu regardé les textes. Vous savez, au ministère de l'Intérieur, le directeur général de l'administration du territoire, la direction générale de l'administration du territoire est la direction phare du ministère. Du ministère, absolument. C'est le patron des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, des chefs de canton, des chefs de village. Enfin bref, c'est le commandement, c'est l'administration territoriale. Donc, il m'a dit non, je te le confie parce que j'ai confiance en toi et puis nous avons fait des enquêtes sur toi, nous pensons que tu es la personne, le président m'a demandé de te proposer cette nomination-là. Bon, j'ai accepté. Donc vous avez accepté? J'ai accepté, donc je l'ai dit à condition que je continue d'enseigner à l'université. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, bon, j'ai continué. Donc je le faisais cumulativement avec mes fonctions d'enseignant, j'ai un peu allégé mon emploi du temps à l'université.
Et je suis donc devenu, je dirais pas le personnage clé, mais l'une des personnes consultées suffisamment oui, d'ailleurs. sur qui Baobam s'appuyait. Je dis bien l'une des, pas la personne. Donc j'ai initié un certain nombre de réformes, notamment on appelait ça la rencontre annuelle des gouverneurs, qui se retrouvaient ici, comme le font les ambassadeurs qui se retrouvent ici tous les ans. Donc je l'ai initié, on se retrouvait chaque année au ministère, on discutait des questions territoriales, des problèmes des gouverneurs, ainsi de suite. Et puis après, on remontait chez le président pour présenter le rapport et j'étais chargé de faire ce rapport et après on se séparait. Donc ça s'est passé comme ça. C'était la première fois que ça se faisait? C'est la première fois que ça se faisait. Et puis bon, vous savez que le directeur général de l'administration du territoire reçoit toutes les fiches, tous les renseignements de la journée. Donc j'étais chargé de compulser ça et de faire passer au ministre, qui les faisait passer à la présidence. Et à partir d'un certain moment d'ailleurs, André m'a dit, comme je serais appelé à bouger, à ne pas être là, je te donne le fax du président de la République. Donc les rapports, tu peux les faire passer directement. Bon, c'est ce qui s'est passé jusqu'à la fin. Donc, et puis il a instauré aussi le fait qu'à chaque fois que le président se déplaçait à l'intérieur, que je fasse partie de la délégation parce que les gouverneurs avaient certainement des doléances à faire passer et que je serais cette personne-là qui introduirait le gouverneur auprès du président. C'est ce que j'ai d'ailleurs fait à Koulamoutou. C'est d'ailleurs l'une des dernières fois que je rencontrais Omar Bongo avec Baobam. Et je vais vous dire quelque chose que je n'avais jamais dit à André. C'est quelque chose que je n'avais jamais dit à André. J'aurais pu le lui dire. Parce que Omar Bongo m'a dit de ne le lui dire que s'il n'était plus là. Si Omar Bongo n'était plus là. Omar Bongo me dit ceci, me dit professeur, même s'il m'arrive quelque chose, ne lâche jamais André. Il aura besoin de toi, tu auras besoin de lui. Donc, il me le dit au domicile de Blaise Louembe, là où il logeait à Koulamoutou. André était sorti. C'était à la fin de l'audience. Il me retient, il retient ça. Je dis, pourquoi vous me dites ça? Il dit, je suis un vieux. Quand un vieux te dit quelque chose, tu notes quelque part. Et d'ailleurs, il me dit, pour que tu t'en souviennes, nous allons faire une photo ensemble. C'est la première fois que je faisais une photo avec le président. Il me dit, à chaque fois que tu regarderas cette photo, tu penseras à ce que je te dis. Mais ne le dis pas, André, tant que je serai en vie. Tu me le promets? Je dis, je vous le promets. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Et c'est comme ça que j'ai gardé ce secret. Et j'ai intensifié mes relations avec André, sans qu'il ne le sache. Vous connaissez tout le parcours que nous avons fait pendant la campagne électorale. Nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Donc, c'est vous dire que lui occupait une place très importante dans le dispositif de Omar Bongo. Et Omar Bongo voulait certainement que j'occupe moi aussi une place importante dans le dispositif d'André Baobam. C'est ce que j'ai essayé de faire autant du mieux que j'ai pu. Voilà. Mais c'était également un homme pas très aimé, sans doute du fait de cette position, parce qu'on a vu les frondes quand même. Vous savez, quand on est ministre de l'Intérieur, on a le secret, entre guillemets, de tout le monde, du moins de tous ceux qui occupent l'espace public. Si déjà à mon niveau, au niveau de la Direction générale de l'administration du territoire, au niveau que j'étais, je connaissais certaines choses de certaines personnes, et comme lui-même aimait le dire, ceux qui savent ne parlent pas. Il y a des gens que je vois circuler là, que je connais. Bon, cette position m'a obligé d'avoir une réserve naturelle, quasiment naturelle. Et une autre posture. Si déjà à mon niveau je le savais, à plus forte raison au sien. Donc il était au courant. Vous savez, les gens n'aiment pas être dépouillés ou su ou connus par d'autres. Et surtout que Baobam avait cette aura, cette propension à occuper un espace que d'autres voulaient occuper à sa place. Donc, et il savait jouer de ça. Donc, naturellement, il ne pouvait qu'être détesté. Il savait tout sur tous. Et tout savoir sur tous, c'est parfois dangereux. Et ça crée des inimitiés. Mais on ne peut pas faire autrement. Nicolas Sarkozy à l'époque n'était pas aimé en France parce que c'était le ministre de l'Intérieur. Vous savez, c'est le chef de la police. C'est le premier flic de France. Au Gabon, Baobam était le premier flic du Gabon. Vous savez, la police n'est pas toujours aimée. Bon, on a besoin de la police pour rétablir l'ordre, mais c'est un métier très ingrat. Et je peux vous assurer que Baobam a eu
des rapports très particuliers avec la police gabonaise, très particuliers. Vous allez nous en dire un peu plus, puisque on aborde le deuxième point, justement par rapport au rapport que l'homme entretenait avec ses différents collaborateurs, qui étaient, on va le dire, nombreux, hein, puisqu'il faut compter au nombre de ces collaborateurs, les gouverneurs, les préfets, les chefs de canton, les sous-préfets. Il faut compter également, on va dire, la sécurité pénitentiaire, qui était encore à l'époque sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Il faut compter avec les forces de police nationales, qui étaient sous sa coupe, justement, gérer toutes ces administrations. Comment les rapports étaient, du moins, avec tous ces collaborateurs-là? Je vous disais tout à l'heure qu'André était très intelligent. Et son intelligence, il l'a mise au service de son action politique. Et il a eu cette stratégie de mettre à des endroits stratégiques, permettez-moi la répétition, à mettre aux endroits stratégiques des hommes à lui, donc des hommes qu'il connaissait. Je me rappelle encore... qui n'étaient pas forcément, rappelons-le, qui n'étaient pas forcément de sa province. Pas forcément de sa province. D'ailleurs, concernant sa province, il m'a rapporté, nous étions dans la voiture, nous partions de Libreville à Medouneux, il me disait, vous savez, on se tutoyait, en privé, on se tutoyait, mais quand on était devant les autres, on se voyait. Il dit, tu sais, les miens m'ont dit, comment tu peux nommer un bilobe à ce poste stratégique de directeur général de l'administration du territoire? Tu te rends compte? Il va te trahir. Il leur a répondu, je connais John Nambo ne me trahira jamais. Et puis de toute façon, je ne suis pas le ministre des Femmes, je suis ministre de la République. Donc c'est vous dire. À cette époque-là. À cette époque. Donc c'était la nation qui prévalait. C'était la nation. Et donc, si vous voulez, il a placé des hommes à lui dans des postes stratégiques, à la police, au CEDOC, à l'administration pénitentiaire, à la direction générale de l'administration du territoire. C'est des gars avec qui il avait des rapports particuliers. Et puis il déléguait beaucoup. C'est quelqu'un qui a n'étant jamais là. Ah oui, il n'était jamais, il n'était pas souvent là. Pas souvent là, oui. Il travaillait beaucoup plus au palais, au ministère. Et parfois, combien de fois, le secrétaire général du ministère ou moi-même partions à la présidence, qui pour lui remettre un dossier, qui pour répondre à une question que lui avait posée le président et qui dépendait qui était de la compétence de tel ou tel. Parfois même en conseil des ministres, il vous appelait. Bon, bref. C'est vous dire que c'est quelqu'un qui déléguait beaucoup. Il reposait beaucoup sur ses collaborateurs. Et j'ai rarement vu, je dis bien j'ai rarement vu, des ministres qui, chaque fois et tout le temps, vous voyaient leurs collaborateurs. Je connais des ministres qui vous voyaient leurs collaborateurs. Ils voyaient tout le monde, y compris moi. Je vous disais tout à l'heure qu'on ne se tutoyait au lycée d'État où il habitait. Ou quand on partait à Medouneux, mais dès lors qu'une troisième personne arrivait, on se vous voyait. Donc c'était une mécanique intellectuelle terrible. Hein. C'est vous dire que c'est quelqu'un qui avait le sens. Et puis, vous avez fait allusion à tous les postes ministériels qu'il a occupés. Son intelligence l'a amené, à chaque fois qu'il occupait un poste, à étudier le poste qu'il allait occuper, l'étudier, le domestiquer, l'intégrer et s'habituer au mécanisme de ce poste. C'est ainsi qu'il ne passait pas beaucoup de temps pour s'imprégner de la mécanique du ministère qu'il occupait. Ça veut dire que c'était quelqu'un d'assez... Vous savez, d'habitude, quand les gens meurent, on trace des couronnes sur les gens. Mais vraiment, Baobam, c'était un type particulier. Je vous dis que, même à l'étranger, j'ai eu des témoignages à l'époque en France ou ailleurs, ils disaient c'était le plus brillant de sa génération. Tout le monde, même ses ennemis, le reconnaissaient. Ils le reconnaissaient. C'est vous dire que, non, c'est quelqu'un qui a travaillé en très bonne intelligence, qui déléguait énormément, qui faisait confiance à ses collaborateurs. J'en sais et qui le lui rendait bien d'ailleurs. Qui le rendait bien. Je ne connais pas de collaborateur au ministère de l'Intérieur, du moins, que j'ai connu, qui, lorsque Baobam est parti, quand il a prononcé sa fameuse phrase, vous entendrez parler de moi. Je ne connais pas de collaborateur qui n'ait pas essuyé quelque part une larme. Parce que tout le monde perdait un chef, tout le monde parlait à un capitaine. Et il savait de quoi il parlait. Et déjà mémorable ces passages au ministère des Affaires sociales également et au ministère de l'Éducation nationale. On se souvient encore de ce déplacement que le feu président Omar Bongo Ondimba a dû faire au gymnase, omnisport, pour évidemment communier avec les compatriotes qui sont les personnes handicapées. Et ça lui a valu d'ailleurs beaucoup d'amitié de la part de cette catégorie de compatriotes. Alors, on va dire, justement, on n'est pas ici en train de tresser les lauriers sur sa mémoire, mais on essaie juste de tracer ce qui a été vécu
par bon nombre de compatriotes qui ont reconnu sans doute en lui une valeur sûre. Mais on reste également dans ces rapports qu'il a eus avec ses collaborateurs. Il ne lui est pas arrivé un seul instant d'avoir quand même des accès de colère parce qu'on peut avoir tout de même des collaborateurs récalcitrants. Oui, vous savez, bon, Baobab n'était pas un surhomme, c'était un homme qui avait ses sentiments, qui avait sa sensibilité. Il est arrivé, bon, ben, on n'est pas là pour raconter des anecdotes des frasques qu'il aurait eu avec les collaborateurs. Il en a eu. Bon, personnellement, on n'en a jamais eu parce que, bon, moi je connaissais un peu l'homme et puis par formation, quand je rentre quelque part, je commence par connaître qui est l'homme, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et donc, vous saviez comment réagir en conséquence. Je réagissais, je savais quand il regardait ou quand il faisait quelque chose, je savais ce qu'il voulait dire. Donc il y avait presque une complicité entre nous. Voilà. Parce qu'avant de commencer, nous avons discuté longuement, nous avons échangé, il m'a dit ce qu'il attendait de moi, je lui ai dit aussi comment je comptais collaborer avec lui en toute franchise, et cette collaboration est restée la plus limpide possible, Voilà. Mais on va dire, et là on aborde le troisième point avant la fin de cette émission, puisqu'il y a 4 points, il y a un dernier, mais nous abordons le troisième point. On parle de l'administration où il y a eu cette collaboration franche dans le domaine politique où la collaboration a, on va dire, continué avec vous. Oui. L'homme politique. Oui, l'homme politique, Mbaba m'a été, vous savez, dans nos discussions, je lui avais dit, tu sais André, tu le sais autant que moi, les universitaires en général, les professeurs d'université ne font pas de la politique spectacle. C'est rare de voir un professeur d'université venir animer un meeting ou assister. Il me dit oui, je sais, mais il faut que tu t'impliques. Je dis mais je vais m'impliquer comment? Ma formation me l'interdit. Enfin plutôt, ma formation ne me le permet pas. Il dit non, il faut que tu le fasses, vous n'êtes pas nombreux dans le groupe maritime, le président Ping n'est pas là, il faut occuper l'espace. Non pas le remplacer, mais il faut occuper l'espace parce que il faut quand même que votre coin ne soit pas oublié. Et il faudrait, parce que c'est l'un des aspects que beaucoup ne connaissaient pas en Baobab, il croyait beaucoup au mérite. Même si politiquement il pouvait nommer, mais il croyait beaucoup au mérite. Il comptait beaucoup sur les compétences. Il savait qui était compétent. Baobab travaillait avec ses collaborateurs comme avec des casiers. Chacun de nous était dans un casier. Il savait que à telle personne il peut demander telle chose, à telle autre il ne peut pas demander telle autre chose. Il savait. Disons qu'il avait été un peu à l'école de Marc Bongo où chaque collaborateur avait sa place. Donc c'est comme ça qu'il me titille, il me dit il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Je dis bah, écoute, je vais y aller. Et c'est comme ça que je rentre petit à petit dans les cercles politiciens. Je rentre petit à petit dans les cercles politiciens. Bon, je lui ai dit que je te faisais confiance, mais sache que au premier coup, je partirai. Parce que ce n'est pas mon monde, c'est le tien, ce n'est vraiment pas mon monde. Vous êtes habitué à vos coups, à vos trucs, mais moi, bon. Il me dit non, viens, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que je suis rentré avec lui en politique. On peut dire que ça s'est plutôt bien passé. Oui, oui, parce qu'on n'avait rien à discuter ensemble. Donc ça s'est très bien passé, il me donnait quelques conseils, moi je lui demandais, parce que vous savez, j'ai beau être agrégé des facultés de droit, Baobab était un politicien presque né, c'était sa chose, il ne mangeait que ça, il vivait politique, même au lit de sa maladie, ce qui le revigorait, c'était la politique. Il ne fallait pas s'apitoyer sur son sort, il fallait parler le pays, il fallait parler pays, il fallait parler Gabon. Donc c'est quelqu'un qui était... Mais ça s'est très bien passé. Je me rappelle du dernier séjour que nous avons effectué à Koulamoutou. Nous partions de Mouila. Le président lui a demandé de passer tout de suite à Koulamoutou. Il m'a dit écoute, monte dans l'avion. Je n'avais pratiquement rien. J'ai dû faire venir mes effets par la gare. Donc c'est vous dire que cette collaboration s'est très bien passée. Et je lui ai effectué un certain nombre de missions que je ne révélerai pas ici, auprès de certaines personnalités, auprès de certaines personnes, rapprocher tel point de vue avec tel autre. Enfin, bref. Ça s'est très bien passé. Voilà. On va terminer cette émission, professeur. Un dernier aspect, et on va aller très rapidement là-dessus, c'est justement sur les rapports personnels. Dieu seul sait qu'il en entretenait avec pas mal de gens, et assez souvent, et c'est ce qui ressort aujourd'hui, après sa mort, c'est tout le monde qui, comme vous l'avez dit tantôt, coule forcément une larme quelque part. Oui. Et profiter justement à vous adresser aux Gabonais
sur ce qu'il y a à retenir de l'homme. Oui, vous savez, André était plus qu'un ami, c'était un frère. Et vous avez dû d'ailleurs vous rendre compte qu'à chaque fois qu'il avait été attaqué par ceux-là même qui aujourd'hui lui versent des larmes de crocodile sur sa dépouille, à chaque fois qu'il avait été attaqué, je n'hésitais pas un seul instant de monter au créneau, ici ou chez lui, pour répondre à ces dictateurs. C'est parce que nous avions des liens très étroits. Et je peux vous assurer que dimanche soir, j'ai perdu plus qu'un frère, j'ai perdu un ami. Vous savez, les hommes politiques n'ont pas trop d'amis, mais celui-là en était un pour moi et pour mes proches. Donc c'est vous dire que je suis aujourd'hui meurtri. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont adressé des condoléances parce qu'ils ont vu la proximité que j'avais avec André. Je vais vous raconter une dernière anecdote. Oui, pour terminer. Lorsqu'André se présente en 2009, nombreux ceux qui doutaient ou ceux qui se disaient qu'il ne franchirait pas le pas. Nous étions trois, je dis bien trois, à être les premiers à savoir qu'il allait se présenter. Trois. Et ce message m'a été passé par quelqu'un qui vit encore, que je ne citerai pas parce qu'il n'a pas autorisé de le faire, un jeune frère qui se reconnaîtra, qui rentrait de Paris. Je ne citerai que les deux, parce qu'un est décédé. La troisième personne vit encore, je ne la citerai pas. Nous étions trois à savoir que Baobam allait se présenter à l'élection présidentielle anticipée de 2009. Son défunt frère, Julien Guéma, une deuxième personne, et moi. Et nous avons gardé ce secret pendant pratiquement 1 mois et demi. Le temps qu'il avait disparu. Le temps qu'il lui-même se déclare. Se déclare, absolument. Bon. C'est vous dire la proximité que nous avions. Je faisais partie des privilégiés qui, pendant qu'il était malade, pouvaient rentrer chez lui, discuter avec lui. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, j'ai perdu quelqu'un de très cher. De très cher. André était tout pour moi. Tout pour moi. Je vous disais tout à l'heure qu'il était plus jeune que moi, mais je le considérais un peu comme un grand frère. Parce qu'en politique, il était plus âgé que moi. Et moi et toute ma famille, combien de fois je n'ai pas été interpellé par les miens. On me dit comment tu vas t'allier avec un fan. Et Baobam de son côté, on lui disait comment tu vas collaborer avec un bilobe. Et moi de mon côté, je rassurais les miens en disant je connais l'homme, c'est mon frère. Et je n'ai jamais surpris Baobam, encore moins les siens, une seule fois, en flagrant délit de tribalisme ou de négation ou de refus de collaborer. C'était la maison de Baobam était la mienne. Baobam venait chez moi, sans que les gens le sachent. Il venait chez moi. Et bref, le destin a voulu que, honnêtement, je ne pensais pas qu'un jour je serais celui-là qui ferait des témoignages sur quelqu'un avec qui, vous savez, la dernière fois que l'un de ses parents l'ont vu à Yaoundé, d'ailleurs nous n'étions pas nombreux à savoir qu'il était à Yaoundé, moi je le savais. Je connaissais plus ou moins son état de santé jusqu'à dimanche, je le savais. Mais je gardais le secret. Voilà pourquoi j'étais souvent écœuré de voir ou de lire sur les réseaux sociaux ceux-là qui écrivaient « Amo arrive » et le président arrive. C'est le lieu ici de m'indigner devant ce genre de publicité. Certains ont voulu jouer avec Baobam malade, comme beaucoup joueront avec Baobam mort. Mais que l'on retienne de ce monsieur un vrai patriote, quelqu'un qui a aimé son pays, quelqu'un qui a eu un destin brisé par les charognards. On a jeté son âme au chien, et je pèse mes mots. Je ne suis pas devin, je ne suis pas Dieu, je ne le serai jamais. Mais je sais que ceux qui lui ont fait ça le paieront au prix cher. Je terminerai par une phrase d'une Vette. Je ne suis pas franc, mais j'ai lu le Vette. Et cette phrase
Elle m'a beaucoup inspiré dimanche lorsque l'on m'a appelé pour me dire que mon frère était parti. Dans le verset, il a dit ceci, je cite, « Il est important que je m'en aille, car si je reste indéfiniment avec vous, la parole ne s'accomplira pas. » Fin de citation. Et moi d'ajouter, John Nambo, ce qui est parti d'Engong est sur le chemin de retour. Ce qui est parti d'Engong est sur le chemin de retour. Le processus est en marche depuis le dimanche 12 avril à 12h15. Le processus est en marche. Boba me disait, c'est John, ils vont me tuer. Mais de grâce, faites-moi une tombe pour au moins 5 éléphants. Je les amènerai tous avec moi. Qu'André repose en paix. Je l'attends pour lui dire au revoir pour la dernière fois. Je vous remercie. Comprenne qui devrait. Merci au professeur Joseph John Nambo qui a bien voulu, malgré cette douleur, vous l'avez perçu, répondre à nos questions. Lui qui justement a été très proche, on va le dire ainsi, comme vous l'avez entendu également, du défunt André Baobab. À la prochaine.